Bonjour et bienvenue, je m'appelle Sylvain Couder, maraîcher, formateur des Jardins de la Valette. On se retrouve aujourd'hui pour un podcast issu d'une visio. Parce qu'il faut savoir que chaque mois, on se retrouve sur Le Cercle. Donc c'est lecercle.lesjardinslavalette.com. Et là, on fait une visio, une discussion. En fait, c'est une discussion libre avec différents maraîchers. Généralement des maraîchers qui pratiquent le bio-intensif de près, de loin, mais on n'est pas fermé, peu importe. Donc tu peux aussi, toi aussi, venir et participer à notre visio. C'est tous les mois que ça se passe. Cette visio, donc ce podcast, il va être aussi disponible en MP3 que tu peux retrouver sur le cercle si tu veux l'écouter plus tranquillement. Donc voilà, je te souhaite la bienvenue et puis surtout une bonne écoute. Donc là, on est parti pour 2 heures et un peu plus de discussion autour du maraîchage. À très bientôt et bonne écoute. Julien, tu avais un sujet où tu voulais aborder? Moi, c'est une question sur le tout début de saison et sur la préparation des planches. Ouais. Est-ce que tu prépares plein de planches d'un coup et combien de temps tu les prépares avant la plantation ou le semis? Est-ce qu'il y a une règle un petit peu que tu gardes tout le temps ou est-ce que ça varie? Ok. Et après, c'est sur la fertilisation mais on verra après. Ok. Ouais, sur la préparation en début de saison, c'est toujours un créneau délicat, hein, le début de saison. Enfin, ça dépend de la région et du sol. Mais si tu parles pour les préparations du mois de mars, donc du coup, nous, on doit planter cette semaine ou semaine prochaine. Donc ça, c'est des planches qui auront été bâchées au moins pendant 2 mois en amont. Donc les planches qu'on va préparer là, direct, ça sera uniquement des planches qui auront été bâchées depuis au moins 2 mois, donc depuis début janvier, tu vois, à peu près. Et là, mais c'est mon cas, elles sont ouais. bâchées, mais de manière générale, je veux dire, est-ce que tu les prépares, genre, je sais pas, tu te dis 2 semaines avant, systématiquement, il faut que la planche elle soit prête 2 semaines avant ou un truc comme ça? Ah non, oui, au dernier moment. Ouais, complètement au dernier moment, sauf si on va faire un semis de carottes, des choses comme ça où il y a un faux semis, tu vois. Mais sinon, ça peut être voilà l'heure juste avant, quoi. Il n'y a pas de règle. Après, on chope le créneau, donc tu vois, là, on va se focaliser quand même cette semaine où on sait qu'il n'y a pas trop de pluie qui a annoncé. Donc, on va préparer une bonne partie de planches, peut-être 20 planches, parce qu'on sait qu'on a 20 planches à planter dans les 15 jours là. Tu vois. Donc, on se fait 2-3 jours de préparation de planches, compost et préparation de planches. Et du coup, au début de saison, soit le temps il est assez clément et on fait un travail classique avec herse rotative. Et si vraiment on est dans la panade où tu as un printemps complètement humide et que tu n'arrives pas du tout à passer le motoculteur, là on fera une préparation avec le pouce-pouce plus compost par-dessus, tu vois. Mais ça c'est vraiment si on est dans la galère, tu vois, on évite au maximum. Mais c'est vrai que sur des sols très argileux, ça peut parfois aider, quoi. Ouais, je sais pas comment c'est chez vous, mais moi en ce moment c'est pluie, soleil, pluie, soleil. Il y a pas 2-3 jours de beau temps d'affilée où ça peut ressuyer. Ouais. Je débâche le matin, je greline, je rebâche dès qu'il pleut. C'est hyper chiant. Ouais, c'est le printemps. Bienvenue dans le printemps. Et j'hésite à y aller avec le motoculteur. Là, moi, je m'en suis pas encore servi. Je l'ai reçu en automne. Ok. Ouais. Après, de toute façon, okay. Et après, du coup, mon autre question sur aussi cette partie préparation. Ouais. Vas-y, dis-moi. Non, mais pour le motoculteur, c'est assez simple de savoir hein, si tu dois le passer ou pas. Soit, bon, tu as l'habitude, tu as le ressenti, tu connais ta terre, etc. Mais clairement, si tu attaques une planche et que tu vois que ça merde, tu vois ça fait des boulettes, que tu as de la terre qui colle au rouleau, de la terre qui prend dans le... Ouais. Tu vois, là, c'est le cas extrême, mais là, t'arrêtes, tu vois. Tu vois, normalement, sur 1 mètre, tu vois ce qui se passe, quoi. Mais c'est vrai que quand c'est des conditions difficiles, il faut vraiment le passer juste en surface, clairement, vraiment en surface. Après, voilà, nous, on a des sols quand même sableux, limoneux. Ça fait 5 ans qu'on met du compost, donc on se retrouve avec quand même une structure en surface qui est beaucoup plus légère qu'il y a 5 ans, évidemment, et que beaucoup plus légère que sur nos anciennes terres argileuses. Ouais, bien sûr. Et la solution... Okay. Et du coup, pareil sur la préparation de planches et la fertilisation, là, la fiente de poule. Ouais.
Et notamment quand tu fais les contreplantations, je sais pas si vous m'entendez, je crois que Si, moi j'entends très bien. Mon internet est pas ouf. Ok. Je me demande, quand tu prépares une planche, tu prépares pour les contreplantations, donc par exemple tu vas planter tes laitues juste sur le bord de planche. Ouais. Tu mets une première fertilisation. Est-ce que quand tu vas venir mettre la culture principale, tu refertilises avec de la fiente de poule ou tu mets tout à la préparation de la planche? Non, on avait fait des essais justement donc non, on fertilise la culture. On met de la salade, on fertilise la salade. Tu vois, on s'occupe pas. Bon, alors, par contre, je vais te le faire. Contreplantation, on va faire tomate, salade par exemple. Donc moi, la tomate, je veux toujours passer la grelinette et mettre du compost. Tu vois, ça c'est la règle, et de la fertie. Et donc je vais quand même mettre compost, grelinette, je vais le passer pour faire ma contreplantation. Et après, je vais pas retoucher. Hein. Et donc en avril, je vais venir planter ma tomate. Mais je vais pas refertiliser en avril, je vais refertiliser quand j'aurai fini la récolte des salades. Je récolte les salades et là, je fertilise. On met un coup de pouce-pouce, histoire, tu vois, de l'enfouir un petit peu. On arrose, mais bon arrosage. Voilà. On fait un gros apport d'eau, histoire, tu vois, de faire descendre un petit peu la fertilisation, et on bâche. On bâche classique, tu sais, on vient jusqu'au pied de la tomate. Voilà comment on fait. Voilà. On avait fait des essais en mettant toute la dose au début, et la salade avait tout pris en fait. Le truc c'est que elle se gave et tu te retrouves avec des salades super grosses, et puis tu n'as plus d'azote derrière, et c'est pas l'idée quoi. Et donc derrière, je fertilise la tomate. Ok, mais du coup, par exemple la laitue, comme tu mets que 2 rangs, tu sous-fertilises un petit peu par rapport aux données que tu donnes de, je sais plus combien c'était, 6 kilos par planche, un truc comme ça. Je l'ai plus non plus en tête la donnée. Non, en réalité, non, on baisse pas. Non. Ouais. Ok. Puis tu sais, ça va se jouer à 500 grammes, et puis en réalité, t'as pas tout qui est minéralisé, quoi. Donc on garde la même dose. Ok. Parce qu'en même temps, de toute façon, t'as pas ce troisième rang au milieu, mais rapidement, tu auras la tomate. Donc, tu vois. Ok, et ça, du coup, quand tu le fais en début de préparation de planche, tu passes la grelinette, tu mets la fiente, tu mets le compost par-dessus et tu passes la herse? Oui. Ok. Tu mets la fiente en même temps que le compost. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Okay. Et carrément. Après, en début de saison, sur des cultures, par exemple, à l'extérieur, ça nous arrive de pas passer la herse, tu vois, ou on la passe avant le compost. Ça peut être aussi ça l'itinéraire. Pourquoi? Parce que déjà, si tu n'arrives pas à passer le BCS, tu vois, si tu es vraiment pris de court, que tu vois, si t'es dans ce cas chez toi, où tu as un printemps trop humide, mais si vraiment tu as un sol qui est... nous, des fois, on débâche. Franchement, tu te dis, mais pourquoi tu passes au motoculteur? Tu n'as pas vraiment envie. Le sol, il est hyper meuble et on sent pas vraiment le besoin. Mais l'avantage de le passer, l'avantage, c'est que tu vas casser les galeries, tu vas avoir un lit de semences beaucoup plus rapide. C'est pour gagner en rapidité. C'est pas tant pour la qualité du sol parce qu'il en a pas vraiment besoin. Donc, dans ce moment-là, si vraiment on peut pas le passer, on va mettre une couche de compost et on plantera direct là-dedans. En plein champ. Ok. Voilà. Ouais, bon, moi, l'alternative que j'ai trouvée, c'est de la travailler en surface avec le croc. Oui. Je trouve que ça marche assez bien, presque à l'horizontale, avec un petit croc qui rentre à peine. Il y a des crocs qui n'ont pas des grandes dents. Ouais. Et je trouve ça assez chouette. Mais bon, voilà, c'était. Mais c'est chronophage, je crois. C'est vraiment si. Mais ouais. Bah là, j'ai mal au dos. J'ai fait ça aujourd'hui. Ouais, je sais, ouais. Mais ouais. Et le pouce-pouce, ça t'a pas, tu l'as pas ou t'as pas essayé, ça t'a pas plu? Je trouvais ça plus rapide, moi, mais. Si, je le fais aussi. Ça m'arrive. Je me suis fait hyper mal au cervical avec le pouce-pouce à faire ça. Tu le fais avec les 3 dents, là, les 3 griffes? Ah non, avec moi, la lame. c'est la truc de chez. Ah ouais, d'accord, ok. Ah non, je pensais que tu parlais de du truc Terratech, merde. Ouais, une griffe, je vois ce que tu veux dire. Avec laquelle tu passes les biodisques. Avec la griffe de ça, parce que moi j'ai déjà préparé des planches avec ça, parce que justement c'était trop trop humide ou quoi. Non, on le fait à la lame. Tu fais la lame, ok. Ouais, on va faire 3 passages sur une planche et coup de râteau, okay, voilà.
Mais pareil, je le redis, c'est l'alternative quand on peut pas passer le BCS parce que Ouais. c'est physique et chronophage. Mais dis-toi que c'est aussi une chance qu'on puisse faire ça parce qu'il y a plein de collègues qui vont être en méthode tracteur et qui pourront pas justement planter et travailler au mois de mars. Mais voilà, c'est quelque part la solution qu'on a. Ouais. Vincent, tu voulais poser une question? Moi, j'avais posé, donc, ouais, sur le forum, là, je t'ai envoyé une question. Ouais, enfin, C'était j'ai par peut-être pas eu le temps de la rapport, lire, ouais, je sais pas. bon, c'est pas grave, c'est pas grand. Enfin, en fait, j'en ai deux. Ok. très bien. J'en ai une, c'est sur l'irrigation en début de saison là maintenant, Ah oui. parce que j'ai vu quand il y a des transplants qui sont mis au champ. Je suis pas loin de chez toi, donc en ce moment il pleut. Enfin voilà, le sol, si on fait un trou à la bêche, hein, il y a de l'eau qui vient. Enfin, c'est gorgé quoi. Oui, c'est gorgé Et de. j'ai remarqué que systématiquement dans tes fiches de culture, enfin les itinéraires techniques pour chaque légume, quand il y avait transplantation en mode, et par exemple, il y a un truc un peu automatique, c'est 5 mm par jour pendant 10 jours. Euh, ouais, mais ouais, mais là, ça me paraît, non, là, c'est un peu abusé pour maintenant, non? Enfin, non, oui, ben complètement. Là, Et du coup, ma question, c'est comment on gère cette irrigation-là en début de saison, en fait, pour qu'il y ait une bonne reprise quand même? Pas trop d'eau, pas assez? ouais, mais de toute façon, si tu es sur des sols un peu comme les miens, c'est des sols qui sont peut-être séchants en surface et donc Ouais. hydromorphes dessous. Et donc ton plan, il faut vraiment quand même qu'il ait l'eau au démarrage. Euh, les premières semaines, donc c'est vraiment des petits apports et ça va pas être 5 mm par jour clairement. Mais par contre, faire 2 apports, voire 3, tu vois, même pas sur 15 jours, tu vois, Ouais. 2 apports, tu vois, plutôt sur 15 jours, tu fais 3 apports en début de saison pour quand même que ta surface, tu vois, ton plan, il ait le temps de descendre. Et après, en réalité, il va chercher l'eau, quoi. Donc c'est vrai que 5 mm tous les jours, non, pas pendant 10 jours en début de saison, Ouais. on est d'accord. Okay. Tu vas noyer plus que, enfin, ça va continuer. Je l'ai pas fait, hein. Je suis resté calme avec ça. Ouais, c'est clair que c'est un peu trop extrême. Il faudrait peut-être plus relativiser dans la prise de culture. Ah, mais après, je trouve que en juin, Mais un joint, c'est au courant, mais bon, on cultive pas qu'un joint. Mais c'est vrai que cette partie irrigation, elle est un peu, elle est peut-être pas assez détaillée. Ouais. Enfin, non, t'inquiète pas. Enfin, il y a déjà plein de bons indices. Mais, mais c'est, ouais. ouais, c'est ça. Non, il faut, mais t'avais le bon sens, tu vois, c'est ça. Ouais. Il faut pas hésiter quand même à arroser, même si c'est humide dessous. On peut avoir cette tendance-là. Oui. Et ta motte peut vraiment sécher rapidement, même au mois de mars. Moi, je trouve que il pleut là fréquemment, c'est humide dessous, mais ça chauffe, quoi. Tu vois, ça tape quand même. Donc ta motte, elle peut quand même sécher. Ouais, j'avais une deuxième question un peu en lien, et c'est pareil là. C'est un peu la première saison où je fais les plantations de début janvier sous serre là, que tu conseilles pour avoir du légume en avril. Carrément. Et sur bâche, sur toit tissé. Ouais. Et du coup, bon, c'est pareil, j'ai l'impression que je m'en suis bien sorti là. Déjà, je trouve que début janvier, c'est un peu tôt. Les salades, des épinards, ils sont déjà énormes là. Et c'est gros là, hein. Mais cette année, il a fait, mais c'est ça. Mais on a un peu, ouais, mais nous c'est pareil, on a un peu d'avance là. Hein. Il y a un mois d'avance. Mais bon, tant mieux, mais... Ouais, non, mais on est un peu dans la même situation. Il a fait super chaud en février. Hein. Alors les salades sont bien avancées, nous aussi. Ouais. Ma question en lien avec ça, c'était la gestion de l'eau sous la serre à cette saison-là. J'ai mis, je sais pas, j'ai dû mettre 5 mm, pas tout à fait toutes les semaines. Je repoussais un peu, genre tous les 8-9 jours. J'ai l'impression que ça a marché, mais j'ai pas trop de visibilité. Après, ouais, mais ça dépend quand même de ton sol là-dessus. Nous, on a quand même des sols hydromorphes aussi sous serre où il y a de l'eau en profondeur. Ouais, mais j'ai ça. Mais moi, tu vois, je vais plutôt faire si vraiment il a fait chaud. Moi, depuis janvier, donc plantation 15 janvier, j'ai fait 2 irrigations. J'ai arrosé 2 fois. Mais par contre, j'ai dû mettre à chaque fois un gros 10 mm, peut-être un peu plus de 10, tu vois. Okay. Mais les légumes, ils sont descendus, hein, ils sont allés chercher l'eau, il n'y a pas de souci. Et là, on va re-arroser cette semaine-là. Ok. Grosso modo, c'était une irrigation en janvier, une irrigation en février. Voilà ce qui s'est passé. Donc une par mois, quoi. Ouais, on a fait une par mois, de 10, entre 10 et 15 mm. Et les légumes, ça va, tu vois, ils s'en sortent très très bien. Sachant
Et pour les semis, du coup, carottes, par exemple, il y a plutôt micro-aspersion pour être en local sur la planche, ou ça suffit aussi. Ça a été pareil. Non, ils ont suivi le même régime. Ok. Et du coup, ça me fait une transition pour la dernière que j'avais là. C'est justement les carottes. Alors, pour une fois, j'ai été hyper précis, j'ai tout suivi, tout ça. J'avais noté dans mon agenda la date théorie de sortie des carottes. Elles sont arrivées au bon moment. Sauf qu'après, je voyais mes carottes disparaître de jour en jour. Donc, je pense qu'il y a eu des limaces. Ok. Mais il est arrivé la même chose, là. Tu fais parce que, voilà, au début, c'était super bien sorti. Ouais. Et après, avec ma stagiaire, on les voyait disparaître de jour en jour. C'est génial. Ouais. Deux trucs, limaces ou fonte des semis, mais j'y crois moins. Mais limaces, c'est grande chance, hein. Ok. Ben, ouais, la seule solution, là, c'est Ferramol, hein. Ok. Ouais. Ferramol en préventif, sur le semis, c'est clair que c'est un créneau, là, mars, enfin, même janvier. Mais janvier, ça va, mais mars, ouais, on va dire mars à mai, c'est clair que c'est un créneau à limaces qui regarde pas. Et j'en avais jamais eu avant sur mon terrain, enfin pas autant. Du coup, j'étais un peu surpris là. Ouais, mais ça, je sais pas s'il y a des causes qui peuvent. C'est sous serre. Ouais, c'est sous serre, ouais. Nous, une année, on les avait vachement cultivés. Enfin, les limaces, on en a eu à un moment donné parce qu'on avait les abords de serre à l'intérieur qui étaient tout le temps bâchés. Ouais. Et là, ça nous faisait des stocks en fait de limaces, de dingues et d'escargots. Et ils étaient tout le temps dans les abords de serre et ils venaient coloniser à fond la serre. Et du coup, nous, on a des demi-planches sur le côté, à l'intérieur de serre. Et ben, ces demi-planches, avant, ils étaient tout le temps bâchés. Et en fait, on les a tout débâchés et on les cultive sans bâche aujourd'hui parce que ça faisait vraiment un squat à limaces. Voilà. Mais ouais, non, après nous. Mais je te dis, on utilise du Ferramol si besoin. Du Ferramol, ouais. Ok. Ouais. Fabienne, salut, je vois que tu es arrivé. Il me semble que tu avais posé des questions dans le forum. Vous voulez, je crois qu'on y répond. Bonjour Sylvain. Salut. Donc j'avais une question sur la micro-aspersion pour 2 planches. Ah oui, c'est ça. Ouais, t'avais. Parce que oui, j'avais contacté de côté l'Étafim et il m'avait donné des préconisations, mais pas pour 2 planches, pour 4 planches, et c'était pas la même chose que toi. Donc comme j'ai pas encore installé l'aspersion, je voulais avoir des précisions en fait, que ce soit pour la micro-aspersion ou pour ta couverture intégrale, ce que tu as choisi. Ouais, bon, c'est toujours le problème de l'irrigation. C'est un problème qui revient souvent. Ouais, alors la micro-aspersion que nous on a, au départ, elle est donnée pour 3 planches. En fait, si tu suis alors, on a un problème en irrigation dans nos systèmes maraîchers, c'est que l'irrigation elle est toujours fabriquée pour être installée en carré, c'est-à-dire que tu n'arroses jamais qu'une ligne. Normalement, tu as une ligne, et puis en aspersion, par exemple, tu as tous les 9 mètres une autre ligne, puis une autre ligne tous les 9 mètres comme ça. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'arrosage en carré, et puis tu vas avoir des asperceurs tous les 10 mètres, par exemple, comme ça. Mais quand tu fais qu'une seule ligne, ben ça, ils savent pas très bien faire. Et ça, on n'a pas vraiment d'outils parfaits pour arroser qu'une seule ligne, quand on n'en met qu'une. Du coup, nous, normalement, notre micro-aspersion, elle est faite pour 3 lignes, mais quand tu en mets toutes les 3 lignes, en fait, là, elle marche bien. Donc, pour combler ça, on en met une au milieu de 2 planches pour arroser 2 planches. Alors, ça va déborder, hein. Tu vas arroser un peu ta planche numéro 1 et un peu ta planche numéro 4. Mais tu vas mal les arroser. Celles qui vont être bien arrosées, c'est les 2 seules du milieu. Donc, voilà comment on s'en sert. Ça reste un arrosage d'appoint qu'on va utiliser pour des semis, pour des plantations, quand on a juste 2 ou 4 planches, par exemple, à arroser. Voilà comment nous on se sert de la micro-aspersion. Et sinon après, quand on a tout un bloc, ça va être l'aspersion ou l'aspersion qui va sous serre. Et après dans tes questions, je me rappelle, il me semble que tu disais par rapport au filet, pour arroser quand tu mets des filets. Et bien avec les filets c'est galère, hein. La micro-aspersion, tu peux pas. Il me semble que tu parlais de trouer les filets, alors surtout pas, parce que là du coup tu vas abîmer tes filets et tu vas tout casser.
ça va pas être cool pour les insectes. Mais tu peux les mettre sous les filets, mais dans ce cas-là, il faut avoir des piquets très bas, type 20 cm, pour que la microsuspension soit vraiment très basse, que tes filets soient très, très bien tendus. Mais dès que tes cultures vont pousser hautes, ta microaspersion va moins bien marcher. Donc pour un lancement d'un semis ou d'une plantation, c'est OK, mais tu pourras pas tenir toute ta culture comme ça. Par contre, si tu es avec des filets, nous c'est ce qu'on fait, on met plus de microaspersion dessous parce que c'est quand même une galère. Ça va être arrosé avec notre aspersion qu'on a en plein champ. J'avais une question pour faire original par rapport à l'aspersion. Voilà. Merci. Et ouais, non, en fait, c'est juste pour avoir un ordre d'idée de ce que ça t'avait coûté d'équiper en aspersion intégrale une serre de 40 mètres. Voilà, là, j'en ai aucune idée. J'en ai aucune idée de l'aspersion sous serre. Franchement, je vais dire une bêtise. Là, je l'ai pas du tout. Ok. Ouais, je l'ai pas du tout. Ouais. Alors, pour moi, ça fait tellement partie de la serre que c'est dans le chiffrage de la serre. C'était avec quand j'ai acheté la serre, j'ai acheté l'irrigation en même temps. Mais ça va pas chercher loin en réalité, hein. Parce que voilà, tu vas avoir 2 tubes en 32, t'as quoi, t'as 100 mètres de tubes en 32, puis pas l'unité combien ça vaut, mais ça va pas vraiment aller chercher loin pour ça. Ce qui va coûter cher dans l'irrigation, c'est plutôt le réseau primaire, où là, ça peut vite chiffrer, tu vois, les gros tuyaux, les pompes, les filtres, les électrovannes, etc. Après, finalement, l'arrivée, c'est peut-être le moins cher. Mais bon, tu devrais le trouver assez facilement. Tu vois, les pendulaires, tu tapes pendulaire Netafim ou Naan, tu vois, l'autre grande marque d'aspersion. Normalement, il y a le maillage, tu vas trouver le maillage en fonction des serres. Il y a des notices chez Netafim qui vont te dire, si tu as des serres qui font 8 mètres ou 9 mètres 30, ils vont te dire la distance entre deux lignes et ils vont te dire l'espacement entre chaque pendulaire. Et donc, tu vas pouvoir calculer le nombre de pendulaires que tu as besoin et tu pourras du coup connaître ton prix facilement. Ok, ça marche. Ben merci. Et je crois que j'ai pas d'autres questions. Pour l'instant, tout est assez clair sur les fiches. Ok, super. Merci beaucoup. Avec plaisir. Moi, j'ai une question sur la température de tes tables chauffantes jour et nuit. Tu mets quoi? Du coup, on met 18 la nuit et 20 le jour. On fait ça, 22 le jour. Et je vérifie. Ok. C'est pas noté ça dans les fiches? Peut-être pas. Je sais pas. Ouais, en plus ça aussi, tu vois, il y a quelqu'un sur le forum qui dit qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je sais pas si vous êtes là, mais est-ce qu'il faut que je mette plusieurs nappes chauffantes avec des températures différentes parce que chaque légume a des températures différentes? Mais en fait non, il faut simplifier à fond et moi toutes mes nappes elles sont pareilles. Ok. C'est vrai que si on écoute la littérature horticole, ben oui, ils vont te dire, c'est pas, je dis une bêtise, hein, mais la salade est germe à 19, le poivron à 24, l'autre à 22. Non, mais oui, pour avoir une germination optimale. Mais en réalité, tu mets 18 et 22, 18 la nuit, 22 le jour, tout le monde germe. C'est juste cette durée. En fait, le poivron, il va mettre peut-être 3 jours de plus que s'il était à 25, mais c'est tout. Ça change rien. Et on va pas s'amuser à avoir plein de thermostats partout parce que de toute façon, on a plein de plaques différentes, etc. Mais voilà, c'est ça. Pour la température 18-22, ouais. Et, je sais pas, les petits thermostats, ils le font là, assez facilement ça. Ça avait fait une petite économie la nuit, quoi. Parce qu'avant, non, mais c'est exactement ce que j'ai réglé là sur les petits Inkbird. Oui, voilà, les Inkbird, c'est exactement ça. Ouais, c'est ça. C'est bien. Les premières années, moi j'en avais un, je pouvais pas, tu vois, j'avais tout le temps tout à 22, mais bon, c'est vrai que tu baisses un peu la nuit, ça marche bien, quoi. Ça marche bien, ça fait un peu d'économie, quoi. Et j'en profite juste pour rebondir. Tu parlais du sable que tu mets sur les semis. Oui. C'est pour protéger de la ponte, de la mouche, du terreau. Nous, on est embêtés avec ça aussi. Et sauf que j'ai récupéré du sable qu'on avait, mais qui était beaucoup trop épais. Et je voulais savoir, toi, ce que tu utilises comme sable pour mettre sur tes semis? Ben, pendant longtemps, nous, on achetait du sable silisable, là. Donc, c'est du sable super fin en sac, mais qui coûte quand même super cher.
Non, là, on est parti sur du sable maintenant, sable que tu trouves en carrière, quoi. Le sable, c'est du 0,4, il me semble, du 0,4. Sable amassonné, quoi, hein, vraiment le sable classique pour Ok, faire du ciment. ok, ça marche. Ouais, donc mouche des semis, donc le sable limite, hein. Clairement, la mouche des semis, la problématique, c'est le terreau humide en permanence. Alors si c'est il faut quand t'as pas des tables chauffantes, c'est pire, quoi, ça engendre encore plus de mouches de semis. Euh, et ensuite, si nous on a des attaques, on va quand même poser des pièges englués, des pièges jaunes, juste au-dessus des tables. Et si vraiment ça part encore si vraiment t'arrives pas à le gérer, que t'as une grosse attaque, il faut faire un traitement au pyrètre, par exemple. Ok, Je suis pas censé dire ça parce que je suis pas forcément autorisé à dire des conseils en phyto, mais voilà. Mais ok, si, ça marche. voilà, ça fonctionne. Vous savez qu'il faut que je suis pas technicien phyto non plus. Merci. Ça fait 2 fois Ferramol plus Pyrètre, ça fait déjà beaucoup là, en peu de temps. Mais il faut aussi prévenir. Enfin, la mouche du terreau. Enfin, moi, j'ai eu perdu des courgettes, des melons, mais de façon incroyable, quoi. Il y a plus rien qui poussait. Enfin, les racines toutes mangées, des larves à pagaille, quoi. Enfin, quand on ne connaît pas et qu'on fait pas gaffe, ouais, ça peut quand même être violent la mouche. C'est impressionnant. Ah ouais, ouais, non, c'est clair. Et ouais, ouais. Moi, j'ai une question. L'année dernière, j'ai eu une grosse attaque de Tuta, Absoluta, là. Ah oui. Mais qui a sévi début septembre. Mm. Voilà, donc du coup, alors j'avais fait, j'avais acheté du Macrolophus que j'avais mis déjà sous serre. Mm. Mais bon, il semblerait que ça n'a pas fait son effet quand même. Mm. Donc du coup, enfin, je sais que pour la tuta, des fois ils disent que on peut tailler les parties attaquées quoi au début, Mm. et puis traiter, je sais plus c'est quoi, Spinoza peut-être ou un truc comme ça pour la Ouais. tuta. Bon, je vais faire un troisième conseil phyto alors. Et du coup, voilà, c'était pour voir un peu là, parce que bah, pour cette année, forcément, je me dis, il va falloir que je fasse attention. Ouais, carrément, mais il faut, hein, parce que normalement, ça s'empire. Ok, c'est rassurant. C'est- ouais. Alors pour la tuta, moi aussi j'ai connu la tuta il y a quelques années et maintenant en fait je le fais systématiquement. On travaille avec euh, les phéromones. Mhm. Euh, je crois que je l'ai indiqué dans les fiches. Je crois que c'est Isonet, il me semble. Parce que j'ai des choses. Euh, non, Isonet tuta, je sais plus exactement. Ouais, c'est ça, Isonet T. Donc c'est des phéromones de confusion sexuelle qu'on met à la plantation et qu'on renouvelle pendant l'été. C'est des sachets de 1000 et nous, ça nous suffit pour notre serre. Même on en met plus que ce qu'il faut. Ok. Parce que en fait, il n'y a pas pour la tuta, il y a souvent trois leviers. Tu as le macrolophus, donc c'était une bonne idée, qui va aider et qui va manger des œufs tuta, mais personne n'arrive à gérer la tuta généralement qu'avec du macrolophus. Et souvent après, il y a la confusion qui va avec. Et le troisième, par contre, c'est pas, tu m'as parlé de Spinoza, sûrement que ça marche, mais il y a quand même moins de violence, c'est le BT. Ah oui. Qui fonctionne sur la tuta. Donc Ouais, c'est au stade larvaire, je crois. Enfin, voilà. comment dire, quand elle est sur la feuille, que le BT Ouais. peut agir. Ouais. Après, dès qu'il commence à attaquer le fruit, je crois que c'est trop tard. Ouais, mais ça va quand même réduire. Après, si c'est vraiment trop tard, c'est trop tard. Mais voilà, c'est un peu les trois axes. Alors moi, est-ce que c'est un hasard ou pas? En tout cas, j'ai jamais eu de tuta depuis. Pourtant, j'avais eu une attaque vraiment phénoménale de tuta avec vraiment des grosses pertes. Mais aujourd'hui, bon, il y a le macrolophus hein, qui est clairement bien implanté dans nos serres, mais on met Isonet chaque année. Ok. Voilà. Et je ouais, prends pas le le risque. macrolophus, c'est un complément, quoi. C'est bien, ça. Mais pas que, quoi. Ok. C'est ça. Très bien. Et aujourd'hui, on n'a jamais eu d'autres attaques. Et voilà. Alors, est-ce que s'il faut, moi j'ai des collègues pas très loin de chez moi qui n'ont pas d'attaque de tuta. Alors peut-être que c'est, tu vois, peut-être que ça va jamais réarriver, que je sais pas, j'avais peut-être importé de la tuta avec les plants que j'ai achetés, ça a une année, et que finalement elle n'y est plus. Mais en réalité, je vais pas prendre le risque, donc je mets la confusion sexuelle. Ok. J'ai une autre petite question, mais c'est sur crop. Je sais pas si c'est le moment. Il n'y a pas de question. Ouais, il y a pas de
en gros, quand Joanie crée des séries et qu'après elle attribue la place, eh ben ça arrive des fois. Oups là, excusez-moi. Ça arrive que malgré qu'elle ait mis la série sur une planche, Ouais. eh ben, la série elle reste quand même en bas, je sais pas comment dire, comme si on ne l'avait pas attribué de place. Alors, ouais, je vois ce que tu veux dire. Souvent, ça peut venir si tu as des planches. Vous avez standardisé, Crop? Oui, 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 oui. Toutes les planches sont standardisées. Et tu es sûr Mm. que vous avez noté qu'une planche, c'est pas deux planches ou tu vois, parce que Crop, quand tu fais par exemple trois planches, en bas, tu te retrouves, tu as juste une barre que tu montes, Oui. mais en fait, Oui. il faut continuer à le monter trois fois, d'accord? D'accord, ouais, ouais. Alors ça, par exemple, ça peut être truc. Si vous n'avez pas fait gaffe, et bien en fait, oui, t'as l'impression qu'il est toujours, mais lui, en fait, si tu vas avec ta flèche, il va te dire reste à placer, je sais pas comment il dit, 2 sur 3 ou 1 sur 3 ou tu vois. Donc ça. Et après aussi, il faut faire attention sur si vous faites par exemple des 0 quelque chose, des 0,2, 0,3, ça peut le faire. Non, vous faites pas ça. Mais sinon, ça peut être ça. Après, ça peut aussi venir si vous avez commencé à créer par exemple des séries et que c'était pas encore bien configuré, Crop. Ah. Ça peut arriver aussi. Je pense pas, c'était configuré au départ, non. Ouais. Non, mais je regarderai s'il reste, ça se trouve, s'il reste des planches à placer, en fait. C'est ça peut être ça. Et parce que c'est vrai que des fois, elle m'a dit, c'est dommage, elle n'est pas là ce soir, mais elle m'a dit que quand elle crée une série, elle le crée peut-être à partir de quelque chose de déjà existant. Oui. Et qu'au départ, elle n'avait pas fait attention au nombre de planches qu'il y Et avait. voilà. Voilà. C'est ça. Okay. Ouais. Ça. Ouais. Du coup, il faut les repasser et remettre une planche ou enfin le nombre de planches parce que du coup, elle reste en bas. Du coup, c'est embêtant parce que déjà, elle reste en bas, elle te gêne et tu sais pas ce que tu vas passer. Et ça compte dans le chiffre d'affaires. Et voilà. Et elles sont pas dans le planning. Et voilà. Et celles-là, c'est ça. Mm. T'as tout compris. Oui. Donc, ça va pas être bon. Ouais, mais ça doit être ça alors. Ouais. Ben, je vérifierai demain. Merci. Un plaisir. J'ai encore une question. Ouais, bien sûr. Sur la herse rotative, est-ce que tu enlèves la plaque noire qu'il y a devant le rouleau? Ouais. Ah ouais, ok. Et ça m'a bien fait chier. Et déjà, on peut pas baisser le rouleau à fond quand elle y est. Ouais, il faut l'enlever cette plaque. Pour la déplacer. Et ouais, ok. Et un autre truc, pareil sur le rouleau comme ça, mais moi j'ai des gros soucis avec le semoir Coleman qui bourre tout le temps, quoi. Et donc, est-ce que quand tu l'utilises, en fait, tu fais vraiment du semi sur compost ou tu intègres le compost quand même avant? Parce que moi, dès que j'ai essayé de faire du semi sur compost, 2 fois sur 3, ça bourre et je repars en arrière. C'est trop chiant. Ouais, franchement, j'en peux plus de ce semoir. Ouais. Okay. Ouais, non, il aime pas le compost déjà, c'est clair. Ou alors il faudrait le compost très fin. Non, le problème de ce semoir, c'est que, alors, quand il marche bien, tu fais des super semis. Tu vois, sauf que le problème, c'est qu'il marche bien une fois sur 3. Quoi. Ouais. Et ça me gave de pas avoir un truc, t'es sûr, tu vois. Nous, on s'en sert que pour le radis, hein, normalement. Je sais pas si tu t'en sers pour d'autres choses. Je m'en sers pour le radis et après je fais du mesclun asiatique aussi et il est bien pour ça. Il est bien pour ça par contre. Bon, parce que là tu peux y aller très dense et il y a aucun problème. Mais bon, il est hyper capricieux. Même au-delà au-delà du bourrage, le réglage est bien relou, quoi. Ouais, il est hyper capricieux. Moi, c'est le bourrage qui me fait péter un plomb souvent. J'hésitais à virer un des deux rouleaux en fait, à virer le rouleau qui bourre devant, quoi. Ouais, c'est. Tu vois, ouais. Moi, il me gave et là, on a commencé à refaire des essais. Moi, j'avais déjà fait il y a quelques temps des essais de faire du radis avec le JP1. Et franchement, alors peut-être qu'on aura un peu moins de bottes par planche, mais quelque part, je
préfère avoir moins de bottes par planche, mais en avoir tout le temps. En restant sur 12 rangs? Et du coup, on met un socle éclateur, donc un socle plus grand. Et on fait 6 rangs, côte à côte. Ok. Ouais. Voilà. Ouais. Et franchement, ça a l'air, pour l'instant, ça a l'air pas mal. On va continuer encore. On a fait un semi aujourd'hui, on attend de voir les réglages. On le mettra dans la fiche, de toute façon. Parce qu'on en pense. Tu fais 6 rangs, mais c'est un socle où tu as un coup la graine qui va partir à droite, un coup à gauche, c'est ça? C'est ça. Ouais. Ouais. Okay. Ouais. Benjamin, tu avais une solution Eh bien, à l'époque, j'avais acheté un vieux. Enfin, à l'époque, j'avais acheté le semoir Sebner 4 ans. Ouais. Alors, c'est sûr qu'on fait sûrement moins de bottes de rallye que toi. Après, je fais quand même 12 rangs. Les planches sont bien fournies et ça bourre. Je pense qu'il y a vraiment moins ce phénomène de bourrage. Et il est pas très cher et je sais plus combien il vaut, 120 balles, un truc comme ça. Ouais, ouais. Après, vous avez déjà le JP1, donc ouais. Mais ce semoir-là, il est très bien, je trouve. Ben, pour le radis, c'est clair que c'est un peu cher le Coleman pour le radis. Enfin, c'est un peu cher. Non, le problème, c'est pas qu'il soit cher. Le problème, c'est qu'il marche pas tous les coups, quoi. C'est ça le problème. Et ouais. Donc, tu vois, c'est pas encore, tout n'est pas encore parfait. Hein. Et ouais, nous, on va vraiment essayer de travailler plus autour du JP1. Mais on fait pas de mesclun. Même en radis. Même en radis, ouais. Ouais, moi, c'est ce que je fais. J'essaie de serrer au max avec le JP1. Ouais. Après, parce que l'idée du radis, en fait, c'est vraiment qu'on ait une planche régulière, que tous les radis soient tous la même taille et qu'on récolte au fur et à mesure. Parce qu'après, si c'est pour faire des radis où tu récoltes un peu à droite à gauche, etc. Je sais que j'ai des collègues qui vont me dire, ah, nous on fait 150 bottes par planche, mais en fait ils trient. Donc moi ça m'intéresse pas. Nous ce qu'on veut c'est vraiment du radis où tu avances au fur et à mesure et voilà, tu vois. Là aujourd'hui on est à 120 bottes par planche et même si on doit descendre c'est pas grave en fait. L'important dans le radis c'est vraiment que tous les radis soient pareils et ouais efficaces et que tu passes à l'avant ça. Parce que sinon c'est pas intéressant. Sinon le radis il te prend la tête. Je peux? Oui, allez-y, intervenez. C'est ce que j'apprécie vraiment avec le Sebner, c'est que j'ai pas trop de différence, il y a pas de, enfin c'est bien éclaté quoi. Il y a pas de petits chétifs et de gros, j'ai pas cherché, ça va super vite à la récolte, c'est quand même bien homogène. Tu sais à peu près combien tu fais de bottes par planche? Je l'ai pas en tête. Okay. Puis j'avoue que c'est pas souvent moi qui récolte les radis. Ouais. Non, mais c'est ça. C'est trouver un truc où. Là, avec le socle éclateur sur le JP1, tu fais un premier essai là ou t'as déjà testé? Non, j'avais testé il y a plusieurs années et puis là je reteste. Ok. Parce que je sais pas c'est ça, je reteste. Ok, ouais. On essaye plusieurs. Alors déjà on teste plusieurs choses, on teste plusieurs rouleaux. Non, pas plusieurs rouleaux. On a le rouleau radis qui va bien, mais plusieurs réglages de pignon. Et on s'intéresse aussi aux graines calibrées, on regarde un petit peu si ça fait une différence. Mais bon, les graines calibrées de radis, ça coûte cher. Ça coûte super cher. Donc ça va pas être la voie, je pense qu'on va suivre. Mais on voulait voir quand même la différence, voir s'il y avait quelque chose qui... Un JP6 pour le radis, ça serait pas envisageable, non? Je sais pas. Bah, si, mais trop cher, quoi. Ouais. Trop cher pour une petite ferme comme nous. Ouais. Pas utile parce que passer 6 fois, c'est quand même super rapide. Même si tu sèmes une planche de radis par semaine, le JP6. Après, il doit être lourd en plus. Ouais, je sais pas être tellement maniable. Mais non, c'est en plus, ou le JP3, tu vois, déjà, c'est un peu plus économique. Mais on n'a pas besoin sur une ferme comme la nôtre, en tout cas, voilà. Il y aurait 2 hectares en bio-intensif, oui, peut-être ça serait intéressant d'avoir un JP3. Mais là, pour le coup, non, on n'a pas. Quelqu'un veut intervenir? Oui, moi j'aurais une question. Bonsoir à tous. Alors, moi je suis en mode démarrage galérien entre l'administration et tout le reste. Donc là, j'ai enfin monté la structure de ma pépinière. J'espère cette semaine pouvoir mettre la bâche.
Mais du coup, je n'ai pas encore l'irrigation, je n'ai pas encore l'électricité, donc pas de nappe chauffante. Mais j'aimerais bien quand même démarrer mes semis. Donc j'ai un germoir qui me permet de faire germer dans mon local mes semis, mais j'ai peur de les perdre une fois que je les mettrai dans la serre à plant, parce qu'on a encore des matinées très fraîches. Alors comment je peux les protéger, ou alors est-ce qu'il faut que j'abandonne l'idée de faire les semis dès maintenant? Ben, si tu n'as pas de nappe chauffante et pas d'irrigation en plus dans la serre à plant. Pas encore, non. Bon, Mais, après, j'ai un tuyau d'arrosage, hein, ça je peux l'amener, ça c'est pas un souci. Ok, t'as quand même de l'eau. Oui, j'ai quand même de l'eau. Ouais. Après, le problème de pas avoir de nappe ou alors on peut faire germer, tu vois, dans un local ou dans un germoir. Mais la suite, c'est que si tu mets ça dans une serre froide, sans nappe chauffante, donc dans ton cas, tu vas avoir vraiment un développement très très lent de tes plants, voire une mortalité, mais bon, ça dépend de ce que tu fais. Si tu fais des tomates, évidemment, ça craint, mais tu fais pas des solanacées, par exemple, tu vas avoir quand même des développements très lents avec des risques très importants de fonte de semis et des risques de montaison derrière s'ils ont des chocs comme ça de froid. En fait, ton plant, il va pas être très beau et ton légume, il va pas être très beau. C'est ça un peu ce qui va se passer. C'est que si tu démarres mal avec des plants, ils vont avoir du mal. Et non, si t'as pas la serre à plant qui est équipée, c'est quand même plus sûr d'acheter du plant. Tu vois, tu t'économises ce travail-là et dans un mois, quand tu veux planter, ben, t'achètes du plant, quoi. T'achètes des petites séries de plants chez un fournisseur ou chez un collègue. Ça me paraît plus sûr. Ok, merci. Et je sais qu'au démarrage, on a envie de faire plein de choses. Alors après, si c'est que des toutes petites quantités, pourquoi pas, mais voilà. Dis-toi que le plan, c'est quand même le point de départ de la réussite de la culture, comme tout dans la vie, quoi. Et il faut quand même pour un beau plan, pour avoir un beau légume, et ça, plus les années passent et plus c'est vrai, quoi. Enfin, ça a toujours été vrai, mais des fois, on a l'impression que ça va se refaire, ça va se remettre et tout, mais c'est très très important. Tu vois, moi en janvier, je fais 4 heures de route pour aller chercher du plan. Aller, hein. C'est 8 heures aller-retour. Parce que c'est du beau plan. Et c'est important d'avoir vraiment du plan de qualité. Et je sais plus, tes plants de tomates plein champ, tu les achètes aussi ou tu les fais? Alors on les fait. On les fait pendant plusieurs années. Alors, on faisait du semis du coup. Et cette année, on va faire de la bouture. Ah ouais? Ouais. On va faire la bouture on va on va faire la bouture de gourmand, simplement. Ah ouais, ok. Ouais, parce que t'as déjà testé de faire ça? Alors, en soi, oui. Mais j'ai testé. Alors c'est bizarre parce que je faisais ça tout le temps quand j'étais jardinier. Donc il y a 20 ans, je faisais ça tout le temps. Et puis je sais pas pourquoi, je suis devenu maraîcher, j'ai arrêté de faire ça. et en fait, j'ai vu mon collègue l'an dernier, il me dit bah ouais, moi je fais ça. Et en plus, non, mais c'est clair. Je fais ça qu'avec les hybrides. Du coup, c'est des semences qui valent quand même super cher. Ouais. Et du coup, ben ouais, nous on va faire pareil, tu vois. En fait, pour notre deuxième série, il y a pas de souci, on va faire ça avec la Paola ou d'autres cultures. Les concombres aussi en hybride, c'est très cher. On peut faire une deuxième série avec aussi. Avec des gourmands. Ouais. Ah ouais. Ouais, et ça, c'est une sacrée économie, parce que quand on voit les graines de concombre, c'est pas à 2 € pièce. Donc, ouais, cool. Ah, mais ouais, mais carrément. Mais voilà, vu que de toute façon, ça fait, enfin, je sais pas combien on fait de pieds, quoi. On peut faire 80 pieds, enfin, je pense que ça va pas être très très long à faire. Ça marche quand même bien, la bouture de tomates. J'y avais pas pensé du tout. Mais sinon, on faisait nos plans, ouais. On faisait nos plans, du coup, en grosse motte, mais quand même qu'on rempotait dans des petits pots. On avait des pots plastiques là. Ouais. Bon, pardon, ouais, j'aurais une autre question par rapport en fait aux haricots récolte mécanique. Donc jusque-là, on faisait du haricot nain récolte manuelle, sauf que c'est long, c'est très long. Et j'ai vu que toi, tu faisais du haricot récolte mécanique. Alors, j'ai pas encore accès aux itinéraires techniques. Ouais. Mais du coup, j'avais une question parce que là, on est en train de faire les planifications. Oui. Et c'était savoir si tu avais une idée par rapport à ce que tu sèmes, toi, la manière dont tu échelonnes, la quantité que tu sors. Tu vas réussir à jauger un peu par rapport à ce qui est semé et les quantités récoltées en une fois. Nous, on sort à peu près 30 kilos par planche, donc les planches de 20 mètres.
il y a 2 lignes par planche. Ok. Voilà. Après, si tu veux, si c'est trop, 30 kilos, tu peux aussi très bien faire une ligne, enfin, tu peux faire 2 lignes toujours sur ta planche, mais échelonner même sur la planche. Nous, on le fait pas parce qu'on a le débouché hein, pour 30 kilos. Mais tu peux très bien semer une ligne après l'autre avec une semaine d'écart, par exemple, et récolter qu'une ligne. Ouais. Tu vois. Ok. Ça, Et en variété, j'ai vu que tu utilisais, c'est Faraday, non? On fait que celle-là pour une raison assez importante, c'est qu'il passe très très bien dans le semoir. Ok. C'est un haricot qui est très bon. Faraday, franchement, il est super. C'est un haricot mécanique, il n'est pas un hybride, on le trouve facilement. Et il y a quand même des grosses variabilités de taille de graines avec les haricots. Et c'est vrai que nous, on a notre réglage de mémoire, c'est le N6, mais je sais plus les pignons, mais tu l'auras dans la fiche. Et franchement, ça marche très bien. Quoi. Tu vois, là, le semis, il est nickel. Parce que sinon, ça passe pas. Si tu as des haricots trop gros, ça passera pas dans le semis. Et oui, parce que là, tu le fais au JP, hein, le semis de haricots? C'est ça. Et oui, et ouais, c'est vrai qu'il y en a qui passent pas dedans. Et ouais. Ok, et ouais, bien vu. Ok, ça marche, super. Autrement, au Hearthway, le petit, là, l'haricot vert, il est bien pour ça. Ouais. Moi, j'utilise que pour l'haricot vert. Le Hearthway. Ouais, je l'ai plus. Ouais, je l'avais revendu. Mais voilà. Mais après, avec le rouleau N6, là, ça marche bien. Hein. Après, le plus gros, ça marche pas. Mais... Et j'ai regardé dans tes plannings de culture aussi, j'ai vu que t'avais pas remis de haricots aram. Je crois que tu avais fait un test l'année dernière. Ouais, j'ai fait des tests d'haricots aram. Bon, déjà, on n'a pas tant de place que ça l'été. Moi, l'haricot, ouais, c'est pas une culture pas super excité de faire de l'haricot. Du coup, on fait que de l'haricot mécanique. Quoi. Après, je dis pas que c'est pas bien de faire l'haricot aram, c'est juste que nous, on n'en fait pas. Okay. C'est chiant à nettoyer à la fin de la culture. Ouais, c'est franchement. C'est l'envers. Ouais, non, merci. Quoi. L'haricot aram, il va être intéressant, surtout si tu fais du mécanique à côté. Souvent, avec le mécanique, tu as des creux. C'est-à-dire que c'est quand même pas simple d'avoir de l'haricot mécanique hyper échelonné. Ça peut t'arriver d'avoir des creux. Ça, les gens, ils comprennent pas sur les marchés. Donc, pourquoi d'un coup, tu n'as plus d'haricots et puis d'un coup, tu en as plein. Et l'haricot aram, il va te permettre d'avoir peut-être aussi un peu un haricot tout le temps en petite quantité. Et, tu vas avoir de l'haricot vert plus échelonné aussi si tu fais en même temps un haricot aram. Enfin, l'un n'empêche pas l'autre. Et toi, tes haricots récolte mécanique, tu les sèmes tous les combien? Alors nous, l'haricot, il n'y a pas j'ai pas un truc précis parce que il va venir sur des créneaux où il y a de la place. C'est-à-dire que l'haricot, c'est pas une culture phare, donc voilà, il y aura des places intercalaires à des moments. Donc ça peut nous arriver qu'on en ait pendant 15 jours, puis on en a plus, puis on en a plus. Mais voilà, après si toi t'en veux tout le temps, faut faire des semis réguliers, ouais. Tous les 10-15 jours, il faut se faire l'haricot. Ok, merci. J'ai une autre question. Tu as parlé de tomates en plein champ, là. Tu fais une conduite par rapport à la serre. Enfin, c'est quoi ta conduite en plein champ là? Alors, attention, parce que on a parlé de plein champ, mais c'est pas un vrai plein champ chez nous. C'est un plein champ sous serre. C'est-à-dire qu'on le fait sous la serre à fraises, qui est un tout petit tunnel qui fait 2 mètres de haut et 4 mètres de large. Et du coup, la conduite, on n'a pas vraiment de... Alors, il n'y a pas de fiche hein, c'est vrai qu'il n'y a pas de fiche sur la tomate plein champ, parce qu'on n'a pas une conduite encore tout à fait arrêtée. On a fait plusieurs essais sur grille, mais moi, je suis pas satisfait. Alors, les rendements sont super corrects, mais je trouve que la récolte, elle est galère. On n'aime pas trop, ça prend trop de place. Alors, c'était des variétés, pour l'instant, on a fait pas mal d'années avec des variétés exprès, récolte sur grille. Et c'est pour ça et là, cette année, on va repartir sur des variétés, normalement, quand tu fais du tutorage, type Paola, Gourmandia, enfin, peu importe, mais donc non déterminé. Et on va faire un truc un peu bâtard, c'est qu'on va mettre les grilles et on va quand même faire monter le pied sur grille et on va le laisser reposer sur la grille. Donc on va en fait le conduire, on va dire couché sur grille.
voyez un peu le truc? Et qu'on va quand même le tailler près, ouais. pour le faire monter. On va garder une tête principale et on va le laisser comme ça courir sur la grille. Comme ça nous évitera d'avoir des fils trop gros. Parce que les variétés indéterminées, là, déterminées, elles étaient énormes et en fait, elles remplissaient la serre. Donc on va quand même les conduire au moins au départ, leur donner une forme au démarrage. Pourquoi pas les tutorer avec un piquet tous les 2,50 m et du fil, vite fait quoi. Moi je fais ça marche bien. Ouais. C'est une question de temps. Ouais, je pense que c'est une question de temps. On a les grilles. Alors c'est con, hein, mais on a les grilles et on n'a pas les piquets. Et j'ai l'impression que ça va aller plus vite sur la grille. Ah, c'est sûr. Voilà. Mais tu vois, c'est pas, il y a pas beaucoup de, enfin, tu vois, c'est très bien épiqué, quoi, comme le jardinier lambda, quoi. Mais je pense que c'est plus long avec les piquets et. Ah ouais, c'est sûr. C'est sûr que ça va être plus long. Tu vois, là, on n'aura pas d'attache en fait. Ouais. Ils vont rester posés parce que l'idée, c'est, tu vois, c'est pas notre culture principale, quoi. On a des grosses tomates en plein sous serre. Ça reste une tomate secondaire, voilà, qu'on veut un peu plus tardive, quoi. Et justement, la retour d'expérience sur ce type de serre à fraises là, enfin, je sais pas, t'en es content, Ouais, ben nous, c'est une serre qu'on démonte et qu'on remonte chaque année, qu'on déplace. En fait, elle suit ma rotation du plein champ. Bah ouais, moi je suis très content. C'est une serre que j'ai depuis le début. Elle a 12 ans cette serre. Et du coup, ben pour mes fraises et cette tomate-là, elle me va très très bien. Ouais. Il faut 2 heures à 2 pour la démonter et la remonter. Voilà. Donc une fois par an, on la démonte et on la remonte pour les cultures. Donc elle suit les rotations. Et moi j'ai une question par rapport à ça. Pourquoi ne pas avoir de serre fixe tout simplement et puis ben j'ai 3 grandes serres. Oui. J'ai 3 grandes serres fixes. Et donc il y a et là c'est juste une petite serre de 3 planches. C'est pour la rotation. Après, pourquoi pas inclure les fraises dans parce une serre que fixe, c'est ça la question que de devoir déplacer chaque année. Ouais. Alors il y a plusieurs raisons quand tu fais de la fraise. Alors ça serait plus trop vrai aujourd'hui, mais c'est compliqué de faire la fraise sur des grosses serres parce qu'elles n'ont pas leurs heures de froid. Ça peut être une problématique de faire de la fraise sous grosse serre. Donc, si elle manque d'heures de froid, la fraise, ben, elle va mal fleurir et donc tu vas avoir pas une grosse récolte. Alors, tu peux tricher en plantant des plants frigo, enfin pas des plants frigo, mais des très plants l'hiver, donc qui ont subi leurs heures de froid. Ça peut être une raison. Et puis l'autre raison, c'est que nous, on n'a pas assez de serre et j'ai pas envie d'en monter d'autres. On a 1200 mètres carrés de serre. Et voilà, on veut pas en rajouter. Voilà. Parce que la rotation conseillée, c'est quoi? 5 ans, 6 ans, 7 ans peut-être sur la fraise, je sais plus. Ouais. Bah, nous, on a 6 ans, tu vois, de rotation sous serre. Mais je te dis, c'est plutôt la question de place. Ok. Là, la fraise, moi j'en ai commandé chez ProPlan, ils m'ont Plan Pro. Ils m'ont filé de la waiting bed là, qui arrive la semaine prochaine. Toi, elle est implantée déjà Ouais, elle est déjà implantée, ouais. Ouais, ok. Ouais, Plan Pro, moi je les ai virés des fiches. Hein. Je vais les virer aussi parce que du coup, il y a eu trop de problèmes avec eux. Ouais, c'est incroyable. Ah, ouais, incroyable. Ouais. Il y a plein de gens qui se plaignent. Hein. Ouais. Bah, après, de ce qu'on m'a dit, en fait, ils servent les gros. Ils ont des gros clients. Et puis le reste, c'est ce qui reste. Donc le reste, c'est nous. Donc là, moi, je les ai pris pareil en urgence chez De Gravagri. Des plants super beaux. Et donc, c'est aussi du waiting bed que j'ai planté. Mais je l'ai planté il y a un mois. Ouais. J'aimerais bien le planter plus tôt. Ah oui, d'accord, voilà. Du coup, tu les as plantés quand même. Ouais. Ok, moi je vais voir ce que ça donne. Mais pareil. Mais je me suis fait planter par Plan Pro la même. Hein. Ah, du coup, tu sais pas si ça va correspondre avec le moment où tu dois planter tes tomates ou tu sacrifieras les fraises parce que les tomates sont prêtes. Ça va peut-être décaler. Normalement, elles vont pas arriver beaucoup plus tard. Hein.
Ok. Ouais. Non, elles devraient pas arriver plus tard. Elles sont super belles, là. Elles sont, tu vois, c'était vraiment du gros pied. Donc là, elles poussent. Je pense pas que, ouais, il y aura peut-être un décalage, mais pas de 1 mois, tu vois. Ouais. On verra. Non, au pire, on fera attendre un petit peu les tomates si besoin. Mais, ouais, ça va aller. Ok. Et au niveau tarif, tu trouves que c'est plus cher que ce que tu prends d'habitude? Bah, c'était super cher, ouais. Ouais. C'était beaucoup plus cher, les waiting beds. C'était beaucoup plus cher que ce que je prenais d'habitude. Mais justement, on va encore recalculer un petit peu ça cette année. On va voir le rendement parce que le gros intérêt, c'est que tu les plantes super tard. Ça veut dire que tu peux faire des cultures derrière. Ouais. Tu vois, ça c'est quand même énorme. Tu vois, la culture que tu peux faire en plus, ça change complètement la donne. Ah oui, au final, même si le plan il est un peu plus cher, c'est pas grave. Et puis planter de la fraise, parce que moi je faisais la fraise, je la plantais au mois d'août. Un moment où tu as déjà pas mal de boulot, où c'est pas toujours facile à l'implanter parce qu'il fait chaud et tout, il faut vraiment gérer l'irrigation. Bah, si je peux planter du waiting bed en décembre, c'est cool. Hein. Ouais. Tu vois. Mais après, ça fait tard. Si tu le plantes en mars, ça fait trop tard. Mais en fait, moi, il m'avait mis sur le devis livraison semaine 52. Et après, quand j'ai reçu la facture, livraison semaine 11. Ouais. La semaine prochaine. Et début janvier, plan pro, ils m'ont envoyé un mail comme quoi ça arrivait en semaine 6. Et puis j'ai attendu semaine 6, semaine 7, rien du tout. Je les ai appelés, ils m'ont dit non, c'est bien en semaine 11. Je me suis dit, ok, d'accord. Donc ça, plus le délire avec l'ail qu'il y a eu aussi cette année, j'ai dit c'est bon là. Ouais, mais ouais. Et donc, moi, de les planter en semaine 11, je vais quand même être décalé, quoi. Il va falloir que je décale. Ouais, je pense. J'ai prévu après. Ouais, je pense que ça va décaler. Ouais. Je décale d'un mois. Ouais. En fait, les waiting beds, c'est ça, ils les plantent échelonnés l'hiver pour avoir justement des. Enfin, tu vois, de décembre à mars pour récolter un peu échelonné aussi, quoi. Ouais, mais le mec m'a dit que tu les plantes en décembre ou là, semaine 11, ça va rien changer. Et après, je suis pas un expert de la fraise, hein, mais bon, on en reparle au mois de mai dans une vision, voir si t'as tes fraises en même temps que moi ou pas, quoi. Quelqu'un avait déjà rencontré des courtières. Et si oui, comment vous avez fait? Faut les zigouiller. Ouais, ok, mais tu fais la chasse, c'est une chasse manuelle ou comment t'as fait? Je sais pas, c'est une collègue maraîchère chez qui j'avais fait mon stage en BPRA qui en avait. Et au début, quand on les avait vus, on était hallucinés par le truc. On s'est dit putain, c'est quoi cette petite écrevisse là? Et en fait, elle s'est vite rendu compte que ça lui défonçait tout, quoi. Bah ouais, ça fait à peu près entre 20 et 50% de pertes sur les plants, quoi. Donc c'est la cata. Mets des pièges à écrevisses. Des pièges à écrevisses? Non, je rigole. Je sais parce que ça ressemble à des écrevisses. Et non, je sais pas comment tu les pièges les courtières. Mais... Okay. Donc ta collègue, elle les a toujours? Ouais. Ok. Faudrait que je lui demande ce qu'elle en a fait. C'était dans son compost. Ouais, ça arrive comme ça souvent. Ouais. Il y a un non-travail du sol? Moi non, mais mes voisins oui. Et donc pour l'instant elles sont chez eux, mais je redoute qu'elles soient bientôt chez moi. C'est pas dit, hein. Tu travailles le sol? En fait, là, je m'installe là, donc pour l'instant, je sais pas si elles vont migrer. Oui, le sol va être travaillé au BCS, ouais. Mais je sais pas si elles vont migrer. Et enfin voilà, je vois que du coup mes voisins, ils sont obligés de prévoir des quantités de plants supérieures pour justement pallier aux pertes qu'il y a. Alors il y a des petites techniques type mettre des gaines, mettre les plants dans des gaines. Donc pour les gros plants ça se fait. Après pour les petits plants c'est juste pas possible parce que y a trop de plants, quoi. Ouais. Mais
Mais voilà, donc à part la chasse un peu comme ça, manuelle, mais bon, enfin ça diminue la pression, mais c'est pas ça résout pas le problème. Et puis surtout, ça prend un temps fou, quoi. Non, mais ça, Et donc voilà, je me demandais si dans le réseau quelqu'un avait déjà réglé ce problème. Enfin, j'ai des doutes, mais ouais, je regardais en même temps ce que je trouvais vite fait sur internet, mais ouais, piégeage, destruction des habitats. Mais tu vois, destruction des habitats, ça c'est lié au travail du sol. Je pense que le travail du sol, ça doit faire le taf. Hein. Ouais, je pense. Je pense aussi. Moi, je sais que j'ai un collègue qui a eu des soucis de coursière et il avait arrêté de travailler le sol pendant pas mal de temps et ben il a retravaillé son sol. Ça, c'est clair. Alors, est-ce que ça, c'est vrai qu'il m'en parle plus trop de ces coursières, donc peut-être que ça y a fait. Mais ouais. Après là, j'ai vu sur internet, là en cherchant le temps que tu parlais, hein, juste, j'ai vu qu'il y avait aussi des nématodes disponibles, mais pas forcément faciles à trouver en France pour faire des traitements. ok. Ouais. Je pose la question sur le forum. Il y a peut-être quelqu'un qui a plus l'info, qui a déjà entendu parler, enfin qui a eu le même problème et qui a peut-être trouvé une solution. Mais enfin, si je peux, enfin, tu vois, dis-toi que tout problème viendra au moment où il devra venir. Pour l'instant, si t'en as pas, voilà, t'inquiète pas avec ça. Ça veut pas dire qu'il y en a chez tes voisins, qu'il y en aura chez toi en réalité. Hein. Des fois, l'écosystème est peut-être différent d'une parcelle à l'autre. Et puis les pratiques culturelles aussi. Et donc, faut s'inquiéter. Je pense à ça, par exemple, parce que moi je vois le champ de mon voisin, c'est un champ de rumex, mais vraiment quoi. C'est rempli de rumex. On peut se dire, waouh, ça va être la galère. En fait, nous, on n'a pas un rumex dans notre jardin. Vraiment, et pourtant, j'ai un champ de rumex à côté. Et les graines, elles vont bien quelque part, mais on n'a pas du tout les mêmes pratiques. Le sol, du coup, il n'est pas du tout pareil. On n'a pas de rumex. Donc voilà, le jour où j'aurai plein de rumex, je me poserai des questions. Mais c'est vrai qu'il faut pas trop s'inquiéter pour l'instant. T'auras des soucis, t'auras des trucs, mais prends-les un après l'autre. Yep, on va faire ça. Bon, en tout cas, la courtière, c'est comestible. Je vais regarder. Ah ouais. C'est bon. Ok. À l'apéro. Ok. Ah, mais c'est des choses qui peut servir. Bien cuite avec un peu de mayonnaise. Ouais. Voilà. Grillé, ouais, apparemment. Ok. Bon, on va arrêter là pour ce soir. Ouais, merci, bonne soirée. Ça marche. À bientôt, bonne soirée. Ouais, merci beaucoup, bonne soirée. Ciao. Ciao. Voilà, on arrive au bout de ce podcast. Bravo d'avoir tenu jusque-là. J'espère que tu as pu apprendre plein de choses. En tout cas, moi, à chaque fois, ça me nourrit et j'apprends vraiment beaucoup de tout ce partage avec les autres maraîchers. Donc, si toi aussi, tu veux poser des questions, tu peux le faire direct sur le forum lecercle.lesjardinslavalette.com ou assister à une vidéo aussi en direct tous les mois. C'est possible. Donc, si tu veux être au courant de la prochaine, tu peux t'inscrire donc à YouTube pour recevoir la notification et les notifications pour la prochaine vidéo, c'est sur le cercle. Sinon, à très bientôt, bon maraîchage, bon jardinage, ciao.